Merci. Eh bien, écoutez, merci et bonjour à tous et merci du coup de votre présence pour ce webinaire où nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet en effet qui est passionnant sur les mécanismes de la motivation en formation. En effet, c'est quand même un sujet d'actualité puisque aujourd'hui, on a beaucoup de formateurs qui se posent beaucoup de questions pour pouvoir motiver. Puisque on se rend compte que ce n'est pas une tâche aisée. Et du coup, j'ai voulu, à travers ce webinaire, vous livrer quelques concepts et puis quelques utilisations moi que j'applique, en tout cas pour tenter de motiver les apprenants en formation. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aborder en effet ce webinaire en 5 parties. Une première partie où on va définir la motivation. Donc, voir un petit peu en effet jusqu'où elle s'arrête. On verra ensuite, dans un deuxième temps, quelques concepts sur la motivation. Alors, sachant que moi, j'ai réalisé un mémoire sur la motivation en formation. Voilà, et donc, du coup, j'avais eu l'occasion de faire pas mal de recherches justement sur ces concepts-là. Et du coup, je vais vous livrer quelques concepts, puisque bien entendu, il y en a à foison. Voilà, mais j'ai voulu en tout cas vous donner ce qui me semble en tout cas les plus pertinents d'exploiter aujourd'hui quand on est en formation. Ensuite, on verra que doit faire justement le formateur pour utiliser les mécanismes de la motivation et tous les leviers. Voilà. Nous verrons ensuite en effet un schéma, alors un dessin qui représente les 4 piliers pour motiver un apprenant en formation, voilà, qui vient de l'AEHC de Montréal. Et puis ensuite, je vous livrerai quelques exemples de pratiques que moi, je mets en place, en tout cas, dans mon quotidien de formateur. Alors, pour me représenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc il y en a certains qui me connaissent, que j'ai déjà eu en formation ou par d'autres biais. Et du coup, merci du coup de votre présence et de votre fidélité. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais me représenter. Donc moi, je suis Fabien Expili, je suis gérant de l'organisme e-formation. C'est un organisme qui a été créé en 2007, donc on est là maintenant sur la 16e année. Et nous proposons en effet différentes prestations autour de la pédagogie. Donc, nous avons des actions de formation, bien entendu, qui sont plutôt courtes, et nous avons aussi des actions de formation longues. Donc, nous proposons aujourd'hui le titre professionnel FPA, donc formateur professionnel d'adultes, donc qui est un titre homologué au ministère du Travail, qui est un titre, en effet, qui permet d'avoir une certification de niveau 5. Voilà, si on part sur les normes européennes. C'est une formation que l'on propose aujourd'hui en 100% à distance. On le propose également en blended learning, avec des temps en effet à distance et des temps en présentiel. On le propose également en personnalisé. Et nous proposons également ce titre FPA en partenariat avec l'IFIR, qui est un CFA. Voilà, donc nous sommes UFA pour eux et nous proposons le titre en apprentissage, voilà, pour des personnes qui souhaitent en effet se professionnaliser dans leur pratique. Voilà, donc pour des jeunes de moins de 30 ans, des personnes en situation de handicap, des personnes qui souhaitent aussi créer une structure derrière ou reprendre une entreprise. Voilà, donc nous proposons ce titre FPA. Voilà, nous avons différentes sessions par an. Nous proposons également une formation un petit peu plus courte, qui est une certification professionnelle qui est enregistrée au répertoire spécifique, voilà, qui s'appelle Concevoir et animer une formation avec une pédagogie active. Donc, c'est une formation que nous proposons également à distance. Nous la proposons en blended learning également avec une journée en présentiel et une série de classes virtuelles et de modules en asynchrone. Voilà, donc c'est une formation courte puisque c'est une certification de 40 heures. Et pour cette certification, nous sommes en partenariat avec une structure qui s'appelle MMC Formation. Donc, c'est eux qui détiennent la certification, mais nous sommes en tout cas organisateurs et évaluateurs de cette formation-là.
Nous proposons aussi, bien entendu, d'autres prestations à côté des formations longues et courtes que l'on propose en pédagogie. Nous faisons de l'accompagnement pour l'audit Calliope, hein, donc certains en ont fait les frais, hein, je sais qu'il y en a qui sont là, qui en ont fait les frais. Donc, on assure en effet un accompagnement pour l'audit Calliope, que ce soit pour l'audit initial, l'audit de surveillance ou les audits de renouvellement. Nous faisons également des audits blancs. Nous proposons également des prestations en digitalisation de formation. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en mesure de pouvoir vous proposer en effet une ingénierie qui va vous permettre de digitaliser vos formations et de vous accompagner. Et nous proposons également en partenariat avec Frédéric Mercier, qui est coach professionnel, MS Evolution, des séances d'analyse de pratique que nous pouvons faire bien entendu en inter ou que nous faisons également en intra en fonction des besoins. Donc voilà pour la petite présentation de qui nous sommes et ce que nous pouvons nous proposer. Alors, au niveau, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur cette notion de motivation. Alors, la motivation, en fait, est un terme qui est vulgarisé. On va parler parfois en effet de motivation. On ne sait pas forcément comment la définir. Alors, la définition qu'on pourrait lui donner, c'est qu'il s'agit d'une force intrinsèque à l'apprenant, donc intrinsèque qui veut dire qui est interne à l'apprenant, qui va le pousser à agir, qui va le pousser à se mettre en action également, à maintenir justement cette action et à les entretenir. Alors, en effet, on verra que la motivation, elle peut prendre différentes formes. On dit très souvent qu'elle est protéiforme. Voilà. Et on peut avoir en effet l'inverse, qui est ce qu'on appelle la amotivation, qui n'est pas une démotivation, mais la amotivation, c'est quand une personne n'a pas du tout de motivation. Il faut savoir que lorsque nous venons en formation, en tout cas en tant qu'apprenant, on a parfois une motivation qui est plus ou moins importante. Et le formateur a en effet un enjeu à développer cette motivation et à l'entretenir. Et donc pour cela, en effet, il y a des stratégies qui doivent être mises en place et qui peuvent permettre en effet au formateur de développer en effet cette motivation-là. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe deux types de motivation. On va avoir ce qu'on appelle une motivation interne, qu'on pourrait aussi appeler intrinsèque, et une motivation externe, qu'on pourrait appeler extrinsèque. Alors, une motivation externe, c'est quand on va être motivé parce qu'il y a quelque chose qui va nous stimuler. Par exemple, on va être motivé pour rentrer en formation parce qu'on sait qu'elle va nous permettre d'avoir un emploi ou elle va nous permettre d'avoir une meilleure qualification pour avoir un meilleur salaire, par exemple. Donc là, il s'agit d'une motivation externe. Et on va avoir ce qu'on appelle aussi une motivation interne qui nous appartient, qui va être en lien avec nos valeurs. Et en fait, un apprenant en formation va aussi venir parce que parfois, il a envie d'apprendre, il a soif de connaissances et pour lui, en effet, c'est un élément qui est primordial et qui est important. Ou bien parce qu'il souhaite développer en effet une compétence ou des compétences spécifiques, ou bien parce qu'il se sent épanoui voilà, lorsqu'il apprend et il a envie de s'épanouir au travail. Donc, on va voir en effet que pour motiver quelqu'un dans la durée, il va falloir surtout aller chercher ses motivations internes. On va souvent en effet chercher les motivations externes. On va aller chercher ces motivations, par exemple, par le biais d'exercices, d'activités pratiques qui vont permettre en effet à l'apprenant d'interagir avec les autres apprenants ou bien d'interagir avec le formateur. Mais en tout cas, le formateur va devoir faire attention à aller chercher cette motivation interne qui sont en lien en effet avec ses propres valeurs. Alors, pour arriver justement à partir un petit peu sur cette notion de motivation interne, j'ai voulu partir sur quelques concepts justement sur la motivation qui vont permettre
on va dire, de développer cette motivation interne. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a en tout cas un des concepts qui est intéressant, que l'on va très souvent utiliser en formation, qui est le climat motivationnel engageant. Alors, qu'est-ce que le climat motivationnel engageant? Ça va être un contexte, par exemple, qu'on va mettre en place lorsque l'on est formateur, qui va se caractériser par un environnement d'apprentissage qui est agréable et qui va permettre justement d'activer un certain nombre d'états internes chez les apprenants en fonction, en effet, des perceptions qu'il a de cet environnement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, le formateur, déjà dans un premier temps, il va devoir mettre en place ce climat motivationnel pour que l'apprenant se sente en confiance, pour qu'il se sente en sécurité et qu'il sente qu'il est en bienveillance et qu'il ne sera pas forcément jugé dans justement ce qu'il va pouvoir les réponses qu'il va pouvoir apporter justement au formateur dans un certain nombre d'exercices ou de questions, par exemple, que ce dernier pourrait poser. Donc, il faut savoir que ce climat motivationnel, il a un élément, c'est un élément en effet qui est très très important puisqu'il démontre en effet que le rôle du formateur est très important. Il faut savoir aussi que ce climat motivationnel va s'inscrire dans deux théories majeures. On a la première qui va s'appeler la théorie des buts d'accomplissement et la deuxième qui va s'appeler la théorie de l'autodétermination. Voilà, donc je vais en parler dans un deuxième temps, mais je vais déjà vous parler de cette première théorie, en effet, qui fait partie du climat motivationnel engageant. Alors, il faut savoir que donc, la théorie des buts d'accomplissement, qu'on appellera aussi la TBA, présuppose que le contexte dans lequel évolue l'individu va constituer un des déterminants principaux de ces états motivationnels. Dans la théorie des buts d'accomplissement, on va avoir, on va dire, deux grandes ficelles que l'on peut tirer. C'est-à-dire que l'on va avoir une première ficelle où on va pouvoir mettre en compétition l'apprenant, voilà, par le biais, en effet, d'exercices, etc. On va le mettre dans une situation de compétition, voilà, parce qu'on part du principe, par exemple, que il est nécessaire pour lui de pouvoir se comparer, par exemple, ce qu'on appelle la comparaison sociale, ou de pouvoir voir un petit peu ce qu'il a dans son ventre. Donc, par exemple, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser, par exemple, pour les formations commerciales. Quand on va former en égo, par exemple, on peut faire aussi des concours, des choses comme ça. Voilà, donc là, en fait, le formateur va mettre en place, en effet, un ensemble de stratégies pédagogiques avec des exercices d'application, des choses comme ça, qui vont mettre en compétition l'apprenant. Et puis, on a aussi la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un but, voilà, qui va permettre à l'apprenant de développer les compétences. Donc, c'est-à-dire que là, on va parler d'un but de maîtrise qui va être suscité, en effet, dans des contextes qui va minimiser, on va dire, la facette un petit peu plus de soi, voilà, et qui va mettre l'accent sur le processus d'apprentissage, la maîtrise d'une tâche ou de plusieurs tâches au niveau, en effet, de l'apprenant, et qui va valoriser, bien entendu, l'investissement et les progrès. Alors, en effet, il y a différentes études qui ont été menées justement par rapport justement à cette théorie des buts d'accomplissement. Et ces études expliquent voilà, que le formateur doit être capable d'utiliser un processus de formation ou des stratégies de formation qui vont créer un climat de maîtrise, voilà, quand il est orienté vers l'apprentissage, vers les progrès personnels, vers la valorisation du coût du travail, des efforts, ok, et qu'en effet, on peut utiliser un climat de compétition que dans certaines circonstances bien spécifiques. Voilà. Mais le climat de compétition peut être dangereux pour certains apprenants, voilà, parce qu'il y a certains apprenants qui ne vont pas forcément, en effet, aimer être en compétition, alors que quand on est sur un climat de maîtrise, donc où on va favoriser justement le développement des compétences, et ben là, on va en effet y voir beaucoup plus d'intérêt
parce que l'apprenant, en tout cas, sent que ça va lui être utile. Donc, en effet, ce qu'on peut remarquer par rapport à cette théorie, c'est que, en effet, elle a un impact sur le climat motivationnel des apprenants, plus précisément, voilà, sur un climat de maîtrise, donc c'est-à-dire un développement des compétences qui va être systématiquement associé à des réponses motivationnelles qui peuvent être bien entendu aussi cognitives, affectives, et qui favorisent justement l'apprentissage, mais qui favorise aussi la persévérance, la motivation intrinsèque, donc qui est interne, et la perception de l'auto-efficacité, dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, bien entendu, à me poser toutes les questions, hein, si jamais vous avez besoin d'éclaircissement sur 2-3 choses là-dessus. Donc là, on est vraiment sur la première théorie, voilà, où on va faire attention, justement, compte tenu sur un climat motivationnel engageant, on va faire attention à développer ce niveau de compétence de l'apprenant. Et on va faire aussi attention à une chose, on va faire attention justement à son sentiment qu'on appelle d'autodétermination, la théorie de l'autodétermination, hein, qui a été en effet créée par Deci et Ryan en 2002, hein, et qui indique qu'un apprenant va s'engager en effet dans des tâches pour des raisons en effet internes, que ce soit pour le plaisir en effet par exemple qu'il va ressentir en pratiquant une activité en formation, voilà, pour le sentiment de maîtrise par exemple qu'il va en ressentir, ou bien pour une satisfaction justement d'apprendre quelque chose de nouveau, ou bien parce qu'il considère en effet que cette tâche est en lien avec ses valeurs et avec ses besoins, ou parce que simplement il estime que les tâches, en effet, qu'il va réaliser dans le cadre justement de la formation, sont importantes pour atteindre les buts personnels, en effet, qu'il s'est fixés. Donc, en fait, cette théorie de l'autodétermination, elle explique que les apprenants vont faire preuve, en effet, d'une motivation qui est non autodéterminée, excusez-moi, lorsqu'ils vont s'engager dans une activité parce qu'ils s'y sentent obligés ou par des récompenses ou parce qu'ils sentent qu'il y a des contraintes matérielles ou sociales. Voilà, par exemple, on peut avoir un niveau de motivation, par exemple, qui est faible si jamais on sent qu'on doit obligatoirement se former pour, par exemple, répondre à une réglementation. Je vous donne un exemple tout bête. Vous voyez, dans la restauration, il y a une formation obligatoire de 14 heures sur tout ce qui est règles d'hygiène et de sécurité. Et ben, généralement, sur ce type de formation, vous pouvez avoir beaucoup de personnes réfractaires qui ne sont pas justement motivées et qui vont avoir une motivation qui est non autodéterminée parce qu'ils sentent qu'ils sont dans l'obligation de faire cette formation pour pouvoir, par exemple, avoir leur restaurant. Donc, en fait, toute formation qu'on va mettre en place qui, on va dire, va mettre en avant des pressions internes, etc., c'est quelque chose qui va être compliqué. Alors, cette théorie de l'autodétermination met en avant, en tout cas, que pour motiver un apprenant de façon durable, on va devoir répondre à 3 besoins chez lui. Un premier besoin qui va être justement le besoin de compétences. Donc, c'est-à-dire que l'apprenant va pouvoir s'engager dans une activité, dans une formation, simplement s'il sent que la formation, en tout cas, va lui permettre de développer ses compétences. Il va également s'engager s'il sent qu'il est autonome dans les tâches justement qu'il va devoir réaliser. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si en tant que formateur, vous allez proposer plusieurs choix d'activités, eh ben, c'est quelque chose qui va motiver les apprenants parce qu'ils se sentent autonomes et ils sentent qu'ils ont la possibilité, en tout cas, d'apprendre en toute autonomie en fonction de leur style d'apprentissage. Et le troisième besoin, qui va être important aussi à prendre en compte lorsqu'on veut favoriser
cette motivation autodéterminée, ça va être le besoin de proximité sociale. Donc, c'est-à-dire que l'apprenant, il a besoin d'être en lien avec les autres apprenants et il a besoin aussi d'échanger avec le formateur, mais de sentir que le formateur ne va pas lui ne va pas forcément le dénigrer, par exemple, dans son apprentissage. Alors, après justement cette théorie un petit peu sur le climat motivationnel engageant, il y a aussi un autre concept qui pour moi est intéressant, que j'ai beaucoup travaillé justement dans le cadre de mon mémoire, qui est le sentiment d'auto-efficacité, voilà, qui a été développé par Albert Bandura et qui va le définir comme une capacité voilà, que va avoir l'individu, donc avec un ensemble de compétences qui peuvent être cognitives, sociales, émotionnelles, comportementales, et qui vont permettre en effet à l'apprenant de sentir qu'il va réussir. Donc en fait, pour lui, pour Albert Bandura, la réussite va dépendre de la croyance de l'apprenant à utiliser telle ou telle pratique, à avoir telle ou telle attitude dans des situations qui vont être variées. Voilà. Donc en fait, ce sentiment d'auto-efficacité, il peut être considéré comme le jugement, voilà, que va porter un individu ou une personne en formation sur sa capacité à s'organiser, à utiliser différentes stratégies, différentes activités inhérentes à la réalisation d'une tâche, par exemple. Euh, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, Albert Bandura part du principe que les croyances d'efficacité personnelle sont construites à partir de 4 principales sources d'information. La première, ça va être nos expériences actives de maîtrise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'individu va, lui, euh, se remémorer les expériences qu'il a réussies, les performances éventuellement scolaires qu'il a pu avoir dans son jeune âge, les parcours de formation qu'il a réussi, son histoire, voilà, son histoire au niveau de l'apprentissage, son rapport au savoir au niveau de l'apprentissage, est-ce qu'il est positif? Il va faire le tri également sur ses succès et ses échecs. Et en fait, toutes ces expériences actives de maîtrise vont favoriser la construction des croyances voilà, qu'il va avoir par rapport à son efficacité personnelle à effectuer une tâche. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention aussi, justement, quand on est formateur, à justement beaucoup favoriser et beaucoup valoriser l'apprenant. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en effet un deuxième élément, un deuxième paramètre à prendre en compte, qui va être ce qu'on appelle les expériences de vie. C'est-à-dire que l'apprenant va faire ce qu'on appelle une comparaison sociale. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un apprenant qui est en formation, si jamais il sent qu'il est en difficulté, mais qu'il sent également que les autres apprenants sont en difficulté, eh ben, ça va le rassurer parce qu'il se compare justement à d'autres individus qui sont en formation avec lui et qui ont des difficultés comme lui. Donc, en fait, il ne va pas forcément se sentir moins efficace et ça ne va pas minimiser son sentiment d'auto-efficacité. Par contre, si jamais il se rend compte qu'il ne comprend pas et que les autres comprennent, là, justement, ça peut être un petit peu plus problématique pour lui. Donc, c'est pour ça que l'individu, lui, va tirer des conclusions sur les actions qu'il a réalisées et il va observer les résultats de ses autres collègues avec des personnes qui ont un petit peu des similitudes avec lui, qui peuvent être l'âge, le sexe, les aptitudes cognitives ou éventuellement d'autres personnes qui sont en formation avec lui. Le troisième paramètre, justement, à prendre en compte qui va favoriser le sentiment d'auto-efficacité, ça va être ce qu'on appelle la persuasion verbale. Alors, la persuasion verbale, ça va être justement les feedbacks qui vont être effectués par les formateurs, les évaluations, par exemple, aussi, hein, qui vont être importantes, les encouragements
et les avis de personnes significatives. Voilà, ce qui veut dire que quand le formateur va faire un feedback, il va devoir faire attention justement à la façon dont il va mener ce feedback pour ne pas minimiser ou diminuer le sentiment d'auto-efficacité de l'apprenant, mais il devra faire attention justement à valoriser les points forts et puis à favoriser justement, alors comme on le verra un petit peu plus tard avec les différents piliers, favoriser justement la prise de conscience de l'apprenant lorsqu'il est en difficulté. Donc, c'est-à-dire que la persuasion verbale va vraiment maintenir le sentiment d'auto-efficacité de l'individu qui est en formation. Et ce dernier, justement, va lui permettre d'avoir plusieurs raisons de croire qu'il peut agir efficacement. Le quatrième paramètre à prendre en compte va être les états physiologiques et émotionnels. Donc, ce qui veut dire ici qu'un apprenant qui arrive justement à ne pas avoir trop d'émotions, voilà, qui arrive à réduire des réactions émotionnelles, une personne qui va être capable de mieux gérer justement son stress va améliorer justement ses performances et va arriver beaucoup plus justement à gérer des situations qui peuvent être difficiles pour lui. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on a des personnes aussi en formation qui sont zèbres un petit peu, qui sont à haut potentiel, qui ont des états émotionnels qui peuvent être importants ou même démesurés, il va falloir beaucoup, beaucoup les rassurer justement pour favoriser ce sentiment d'auto-efficacité. Donc, pour conclure justement sur ce concept-là, l'auto-efficacité est donc du coup indispensable pour passer à l'action, pour influencer positivement la réussite en effet des activités d'un apprenant. Et donc, en fait, on peut affirmer que le sentiment d'auto-efficacité, voilà, qui va être fort en tout cas, est vraiment un élément moteur dans la réussite d'un individu en formation. Et à contrario, un sentiment d'efficacité qui est plutôt faible va pouvoir engendrer une baisse de la motivation, une baisse des efforts de l'apprenant, et ce qui signifie bien entendu que ça peut être ensuite une menace justement pour la réussite d'une formation. Donc, ce qui veut dire que justement, vous voyez que vous, en tant que formateur, vous avez un rôle, en effet important. Vous avez vraiment des défis à relever puisque vous devez faciliter et arriver à ce que l'apprenant trouve de l'intérêt justement dans son apprentissage, qu'il ait envie de se dépasser et puis voilà, que vous favorisiez le déclenchement chez lui, en tout cas d'une motivation qui va lui permettre de faire les efforts nécessaires dont il a besoin pour réussir. Alors, je vais essayer d'avancer un peu, voilà, parce que je suis bavard. Alors, donc c'est bien gentil, en effet, ces concepts théoriques, mais que doit faire justement le formateur pour arriver justement à utiliser un petit peu ces mécanismes-là? Alors, la première chose, en effet, qui va être importante, c'est que le formateur doit formuler des objectifs clairs et précis et évaluables. Alors là, on en a déjà parlé à de multiples reprises. Vous savez que l'objectif, en effet, est vraiment un élément primordial lorsque l'on va former, mais c'est aussi un élément primordial lorsque l'on doit motiver. Alors pourquoi? Parce qu'un apprenant, pour s'impliquer pleinement en effet dans l'apprentissage, il a besoin de savoir où il va. Il a besoin également de voir un petit peu ce qu'on attend de lui dans le module, dans la séance ou dans la séquence. Donc, il est donc primordial, bien entendu, d'énoncer en effet l'objectif dès le début en effet de votre module de formation ou de votre séance, d'accord? Et bien entendu, il faut que cet objectif soit aussi reformulé pour qu'il puisse bien voir en effet l'intérêt de cet objectif-là et qu'il puisse aussi bien voir comment il va être évalué. Un deuxième point, alors justement un petit exemple voilà, d'objectif qui peut être clair, précis, évaluable. Ça pourrait être par exemple de repérer les 7 étapes d'un entretien de management. Donc là, en fait, pourquoi cet objectif il est clair?
Donc, tout simplement parce qu'on voit bien ce qui est attendu, hein, cette notion de repérage, d'accord, avec justement un verbe qui est observable. On va repérer. Il est précis parce que c'est les 7 étapes, voilà, d'un entretien de management. C'est ce qui va lui permettre de le rendre évaluable, puisque à la fin, par exemple, quand on va proposer une évaluation, eh bien, on est capable d'identifier si l'apprenant est capable de les repérer. En tout cas, c'est cette étape d'un entretien, mais d'un entretien de management. Ensuite, nous allons avoir en effet la possibilité en tant que formateur, en tout cas, nous devons proposer le plus d'interactions possible. Ce qui veut dire qu'on va faire attention à éviter de proposer des formations qui soient trop descendantes, avec une méthode expositive qui soit très largement utilisée en effet dans la séance de formation. Donc, ce qui veut dire que pour proposer des interactions, vous allez devoir solliciter les apprenants, vous allez devoir les rendre actifs hein, pour pouvoir conserver leur attention. Voilà. Puisque vous savez que le temps, en effet, de mémorisation, le temps de concentration d'un apprenant, il est jugé entre 6 et 7 minutes. Voilà. Donc, sachant que plus vous allez pousser les apprenants à interagir avec le contenu pour aller chercher des informations, plus ils vont se sentir acteurs justement de leur formation. Et c'est un des éléments qui va renforcer justement leur motivation, parce qu'il faut savoir aussi que créer de l'émotion en formation facilite la mémorisation, mais renforce aussi cette notion de motivation. Donc, bien entendu, hein, vous avez différentes possibilités, vous avez de nombreuses possibilités pour créer de l'interaction. Hein. Donc, par exemple, vous allez pouvoir questionner vos apprenants, vous allez pouvoir les faire échanger entre eux, vous allez leur faire faire des exercices, par exemple en sous-groupe, vous allez favoriser le conflit socio-cognitif. Voilà, vous avez plusieurs, bien entendu, possibilités. Mais en tout cas, cette notion d'interaction, elle est importante. Et je dirais même que voilà, si on part un petit peu sur la notion de la relation formative, il faut savoir que tout ce qui est activité, interaction, etc., ça doit être à peu près un tiers du temps de formation. Hein, ce qui veut dire que sur une formation de 7 heures, essayez d'avoir à peu près un tiers d'apport, un tiers d'exercice d'interaction et un tiers ensuite de régulation, où là aussi, vous allez encore pouvoir proposer des interactions avec vos apprenants. Alors, justement, par rapport à cette notion aussi de motivation par rapport à la théorie de l'autodétermination que je vous expliquais tout à l'heure, il y a 3 types de comportements qui vont pouvoir la catalyser. La première, en effet, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir offrir des choix aux apprenants lorsqu'on va les former. C'est-à-dire qu'on doit favoriser l'expression des intérêts, il faut réfléchir aussi à leurs préférences par rapport aux modalités préférentielles d'apprentissage, il va falloir offrir des choix par rapport à leurs propres valeurs, par rapport justement, que ce soit organisationnel, que ce soit sur le domaine cognitif, par exemple, il faut qu'ils arrivent justement à construire leur propre raisonnement hein, pour qu'ils deviennent acteurs de leur apprentissage. Alors pour cela, vous allez par exemple pouvoir proposer une recherche en sous-groupe, proposer un mur parlant ou proposer une simulation. Mais vous pouvez aussi, vous voyez, plutôt que de proposer qu'une activité, vous allez pouvoir leur en proposer plusieurs. Voilà. Vous pouvez par exemple très bien leur dire, bon, ben voilà, pour pouvoir travailler sur les différents entretiens de management, il y a un groupe qui va faire une recherche, un autre groupe qui va faire un mur parlant, et puis un autre groupe après qui va justement travailler un petit peu par simulation pour voir arriver à identifier les différentes étapes d'un entretien de management. Et en fait, plus vous allez offrir des choix aux apprenants, plus vous allez vous adapter à leur intelligence, hein, puisque Gardner, en effet, qui a travaillé sur les 8 intelligences multiples, explique qu'on n'a pas qu'une seule intelligence et que l'individu en a plusieurs. Et qui peut être, en effet, qui va être en mesure, en tout cas, de mieux comprendre et de mieux appliquer un certain nombre de choses si on leur propose des choix qui sont en lien avec leur propre intelligence.
quatrième élément, justement, qui va être intéressant de mettre en place lorsque vous êtes formateur, ça va être de présenter l'utilité, en effet, des exercices et des activités d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que vous devez être en mesure, en effet, de pouvoir justifier l'importance d'une activité qui va permettre de mettre en évidence, en effet, parfois des raisons internes, voilà, comme aussi, je ne sais pas, déclencher chez eux, chez les apprenants, l'épanouissement personnel. Voilà, hein, donc là, c'est tout à fait possible, en tout cas. Par exemple, ici, de leur expliquer, par exemple, sur cette notion d'entretien de management, de leur expliquer que voilà, les identifier vous permettra d'avoir une base commune pour l'ensemble du service. Si par exemple on est dans une entreprise, voilà, si vous êtes par exemple, si vous formez des personnes qui sont managers dans un service commercial, donc leur expliquer par exemple que en effet, les étapes vont leur permettre en effet d'avoir une base commune pour l'ensemble du service commercial, ou bien de repérer les bonnes pratiques lorsque vous serez sur le terrain. Voilà, c'est toujours important en effet de bien arriver à faire du lien, hein, avec ce paramètre-là. Le cinquième chose, en tout cas, que doit faire le formateur, il doit aussi accepter les affects et les ressentis des apprenants. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que formateur, si vous arrivez à reconnaître, excusez-moi, les affects, les ressentis, les accepter en tant que formateur, ça va en effet favoriser chez l'apprenant une sécurité. Voilà, il va sentir que justement, il n'est pas forcément remis en cause. Ça ne va pas forcément déclencher chez lui du désintérêt ou de l'ennui, hein, vers certaines activités. Et du coup, s'il sent en effet qu'il a en face un formateur qui est chaleureux, qui est bienveillant, et ben, ça va favoriser une motivation autodéterminée. Donc, par exemple, vous devrez faire attention à ne pas être dans le jugement. Vous devrez faire attention à accepter justement la critique aussi. Est-ce que vos apprenants parfois vous indiquent que la méthode que vous avez utilisée n'est pas la plus appropriée pour lui? Et ben, il faut parfois l'accepter, hein, même si parfois on a des apprenants qui sont un peu pénibles, hein, on le sait, mais il faut en tout cas l'accepter. Accepter aussi que les apprenants aient des points de vue différents des vôtres, hein. Moi, je n'ai cessé d'apprendre grâce à mes apprenants tout au long de ma carrière de formateur. Voilà, ça fait 23 ans que je suis formateur aujourd'hui. Et du coup, j'apprends encore beaucoup parce que parfois, j'ai des apprenants qui ont un point de vue différent et qui, du coup, me permet aussi d'utiliser ce point de vue dans mes futures formations. Et il faut aussi, bien entendu, accepter les questionnements, voilà, sans forcément que vous soyez remis en cause. Il ne faut pas forcément vous remettre en cause parfois si vous sentez qu'un groupe n'avance pas ou n'est pas forcément en forme. Alors, pour synthétiser justement un peu tous ces éléments-là, il me semblait aussi intéressant de partir en effet sur les 4 piliers pour motiver un apprenant en formation. Alors, qui n'est pas de moi, hein, voilà, mais qui a été construit en effet par l'HEC de Montréal, voilà, et qui explique, alors c'est peut-être pas bien lisible, si encore on arrive à peu près à le voir, mais quand on vous remettra justement le document, vous aurez l'occasion de le voir en grand. Et justement, ce support met en avant, en effet, que pour motiver des apprenants, ça va reposer, en tout cas, alors vous voyez ce que vous pouvez voir un petit peu là en haut sur la gauche. En effet, ça repose sur la perception que l'apprenant va avoir de lui-même, des conditions dans lesquelles il se sent, d'accord, voilà, au niveau des apprentissages qui sont proposés. Sur la droite, hein, en effet, on explique en effet que, en effet, il y a différents piliers, hein, qui est le sentiment de compétence, la perception de valeur, le sentiment de contrôle et le sentiment de plaisir, qu'il va falloir justement que l'on arrive à développer, et qui vont soutenir la motivation des apprenants et qui va surtout contribuer à donner du sens aux expériences d'apprentissage qui vont le vivre. Alors,
Si on décortique un petit peu plus dans le détail justement ces différents piliers, le sentiment de compétence, donc c'est-à-dire la compétence qu'on éprouve à l'égard d'une activité ou d'une situation, elle va en tout cas être motivante si l'apprenant sent en effet que cette activité, il y a une part de défi. Donc, c'est-à-dire s'il sent, vous voyez, que l'objectif qu'on lui a fixé va lui permettre un petit peu de se mettre au défi justement par rapport à cette situation d'apprentissage. Donc, par exemple, si on reprend notre exemple sur un entretien de management, si on le met au défi justement de faire un entretien de management où il doit être en mesure de réguler un salarié, et ben, ça peut être un défi pour lui. Il faut aussi qu'il ait des consignes qui soient claires. Voilà, donc les consignes, alors là, c'est une grande, grande question, la consigne, puisque parfois on a toujours l'impression d'avoir une consigne claire et on se rend compte qu'elle n'est pas forcément claire pour les autres. En tout cas, il faut tenter de proposer des consignes claires. Il va falloir, bien entendu, encourager l'apprenant. Il va falloir lui dire ce qui est bien. Il va falloir aussi le motiver, lui dire qu'il peut y arriver. Pour cela, il va falloir faire attention à bien adapter le niveau, que le niveau soit approprié, qu'on ne soit pas sur un saut conceptuel, que l'apprenant ne se rende pas forcément compte, en effet, qu'il est en grande difficulté. Qui va avec le cinquième point, justement sur la difficulté graduelle, en effet, où on va faire attention à franchir les différentes étapes par palier. Et il va falloir, bien entendu, aussi proposer des rétroactions, donc des feedbacks, de façon régulière pour que l'apprenant, en effet, puisse vraiment sentir qu'il avance pas à pas au fur et à mesure. Le deuxième pilier qui va être intéressant, voilà aussi à toujours avoir en tête, va être la perception de valeur. C'est-à-dire que la valeur qu'on va attribuer à une activité ou une situation. Donc l'apprenant, en effet, doit se rendre compte aussi que s'il fait une activité, ça va être intéressant pour lui. Si vous lui proposez une activité ou une valeur qui n'a pas d'intérêt pour lui, il ne va pas forcément s'engager. Donc ce qui va être important, en effet, c'est de toujours pouvoir proposer des activités avec des tâches qui sont concrètes. Donc, ce qui veut dire que vous allez faire attention aussi dans vos exercices, dans vos études de cas, à toujours aller travailler cette compétence, si on fait un lien avec le premier pilier, puisqu'il a besoin, en effet, lui, l'apprenant, de pouvoir développer ses compétences. Il n'est pas forcément là non plus pour avoir qu'un niveau de connaissance ou avoir qu'un savoir. Il a besoin en effet de pouvoir développer et de se rendre compte qu'en tout cas, l'activité que vous allez lui proposer, c'est une tâche concrète. Donc, par exemple, ce qui veut dire que si on part sur notre entretien de management, si vous lui proposez une activité où vous allez lui faire un entretien de régulation, mais vous allez avoir en face justement un salarié qui est très gentil, il n'y a pas forcément d'intérêt. Par contre, si jamais vous lui proposez une situation où l'apprenant est un peu rebelle, là, justement, ça va faire appel à la part de défi dont il a besoin pour pouvoir se motiver, pour son sentiment de compétence, mais également, ça va être une tâche concrète qui va être en lien justement avec son activité. N'hésitez pas, par exemple, à proposer aux apprenants de venir avec leur propre sujet pour qu'ils puissent aussi le travailler, dans ce cas-là, par exemple. Il va falloir, comme on l'a expliqué, des objectifs explicites, des activités qui soient signifiantes, d'accord, donc qui apportent vraiment un intérêt et qui est en effet une valeur. Il va falloir, bien entendu, toujours proposer un contenu pertinent avec, bien entendu, l'activité que vous allez proposer. Il faut que les situations aussi soient authentiques, donc c'est-à-dire qu'elles soient le plus proches de la réalité et ne pas partir sur une fiction. Et puis, bien entendu, il va falloir aussi que tous ces éléments-là soient bien organisés afin, en effet, d'avoir une progression logique. Et tout ce pilier-là, en effet, va permettre justement à l'apprenant de se rendre compte qu'il y a une valeur à réaliser cette activité. Le troisième pilier va être justement le sentiment de contrôle, c'est-à-dire que l'apprenant a besoin de voir aussi qu'il a le contrôle sur une activité ou une situation. C'est-à-dire que des apprenants qui ont été cassés, par exemple, à l'école, sont très souvent ce qu'on appelle dans la résignation apprise,
Et la résignation apprise fait que l'apprenant, il est persuadé que de toute façon, n'importe quelle tâche qu'il va réaliser, il n'y arrivera pas. Parce que justement, il n'est pas dans le contrôle et il part du principe qu'il n'a pas le contrôle sur la réussite et les échecs. Et il faut absolument, absolument, en tout cas en tant que formateur, arrivez-vous à donner à l'apprenant ce sentiment de contrôle justement sur ses résultats. Ce qui veut dire que vous allez en effet être flexible, bien entendu, aussi dans ce que vous allez pouvoir lui proposer. Donc, c'est-à-dire cette notion de flexibilité, vous allez peut-être avancer pas à pas, au fur et à mesure, en partant peut-être sur des petits objectifs et sur lesquels vous allez en effet lui faire du feedback régulièrement. Il va falloir qu'il ait en effet différents choix. Il faut qu'il sente qu'il ait une liberté d'action. Il faut qu'il puisse expérimenter aussi ce qu'il a vu en formation. Il faut qu'il sente également que lui, il a une prise de décision importante justement dans la réalisation de l'activité et que cette décision va lui permettre de réussir ou pas. Hein, voilà. Donc, sachant que bien entendu, il va toujours favoriser la réussite. Et il va falloir aussi, bien entendu, responsabiliser l'apprenant justement en lui expliquant que ce contrôle fait partie de lui et qu'il est capable, en tout cas, d'y arriver. Le quatrième pilier va être le sentiment de plaisir. Et donc, du coup, c'est un pilier qui, pour moi, est important puisque c'est aussi lui qui va favoriser, bien entendu, une motivation qui va être une motivation autodéterminée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'apprenant ressente du plaisir, qu'il ressente du plaisir pour une activité ou une situation. Donc, ce qui veut dire que là, le formateur va user de toutes les stratégies possibles pour pouvoir justement être dans le plaisir. C'est pour ça que le formateur va devoir beaucoup utiliser l'humour. Alors, si en tout cas, ça fait partie de ses valeurs, il va devoir faire attention à être toujours bienveillant le plus possible, être chaleureux, proposer des tâches variées, proposer une ambiance de travail qui soit bonne, proposer des activités ludiques sous forme de jeu, par exemple, et avoir des ressources qui sont très diverses. Un élément justement qui est important chez moi, vous voyez, je ne me place jamais dans une situation de supériorité par rapport à mes apprenants. C'est-à-dire que je reste toujours très humble et je pars du principe que mes apprenants peuvent beaucoup m'apporter. Moi, je m'enrichis énormément d'eux. Hein. C'est en tout cas un facteur qui pour moi est important. Et en effet, quand vous sentez, en tout cas, vous tentez de ne pas mettre ce sentiment de supériorité, parce que parfois vous le faites de façon instinctive par rapport à la maîtrise que vous avez à un sujet, et ben, vous allez vous rendre compte que l'apprenant, il est bien avec vous, en fait. Voilà. Et s'il est bien avec vous, il est bien avec le formateur, ben, ça va le motiver. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on va faire attention à toujours proposer, voilà, c'est ce qu'on a en haut des 4 piliers, des situations d'apprentissage qui sont engageantes, qui sont signifiantes et qui sont mémorables, donc c'est-à-dire, bien entendu, qui facilitent la mémorisation. Alors, je me dépêche avec la dernière slide sur des exemples de pratiques, hein, parce que je vois que le temps passe vite. Alors, des exemples de pratiques, moi, en tout cas, voilà, les petites choses dont je vais faire attention lorsque je vais animer une formation, lorsque je vais la préparer. Donc, la première chose, c'est que je vais faire attention justement au timing. Je vais faire attention à proposer des activités qui soient courtes. Donc, c'est-à-dire des activités qui ont une durée dans le temps. Donc, il faut savoir que généralement, un apprenant va rester concentré dans une activité pendant entre 25 et 45 minutes. Il faut éviter de proposer des activités qui soient plus longues. Parfois, on n'a pas le choix, hein, mais en tout cas, je vais faire attention, moi, à proposer des activités qui soient plutôt courtes. Je vais faire attention aussi à beaucoup expliquer le pourquoi du comment, pourquoi je choisis cette stratégie, pourquoi je leur demande de faire ça. Voilà, et je vais toujours faire attention à faire du lien avec l'examen, bien entendu, si on est sur une formation certifiante, mais aussi faire du lien avec l'environnement professionnel et avec le contexte professionnel.
Je vais toujours aussi donner un support. Alors, vous savez que bien entendu aussi par rapport à l'indicateur 19 de Calliope, c'est une obligation de proposer en effet des supports pédagogiques qui peuvent être variés, hein, qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être des podcasts, qui peuvent être une bibliographie, mais qui peuvent être aussi des supports. Voilà, donc je vais toujours faire attention en effet à ce que mon apprenant puisse s'approprier en effet son contenu. Je vais faire attention aussi à toujours favoriser les échanges. Hein, alors déjà parce que l'adulte en formation, hein, donc ça fait partie des principes de l'andragogie, il a besoin en effet d'échanges pour pouvoir parler un petit peu de sa pratique et changer ses modes de représentation. Donc c'est pour ça que je vais aussi faire attention à beaucoup motiver. Je vais faire attention à proposer des activités ludiques le plus possible, en tout cas, hein, essayer de gamifier voilà, mes activités d'apprentissage. Je vais favoriser la prise de conscience en utilisant beaucoup le questionnement. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? En quoi elle vous interpelle? Pourquoi vous avez utilisé cette stratégie? Voilà, je vais faire attention justement à poser beaucoup de questions pour ancrer aussi des apprentissages et éviter en effet que l'apprenant ne comprenne pas, hein, le pourquoi du comment. Je vais proposer aussi des démonstrations parfois. Voilà. Donc, quand par exemple on est sur une activité de management, eh ben, on va peut-être faire un entretien de management ou dans une vente, eh ben, on va faire une vente ou dans une formation, eh ben, on va montrer l'exemple quand on est en formation de formateur. On va faire attention le plus possible à trouver des activités en effet qui permettent d'être ludiques si on est sur une méthode démonstrative. Et puis, bien entendu, il va falloir proposer une progressivité dans les apprentissages et ne pas avoir de saut conceptuel. Hein. Il faut vraiment y aller par étapes, hein, parce que c'est vraiment ces étapes-là qui vont favoriser l'apprentissage. Plus vous allez y mettre des couches, et mieux c'est. Hein. Eh bien, écoutez, voilà, je vous remercie en tout cas déjà pour votre attention. Il nous reste quelques minutes justement pour que je puisse éventuellement répondre à vos questions. Voilà, donc bah, écoutez, je suis tout oui. Benjamin, je te laisse me Oui. dire s'il y a des questions. Alors Fabien, pour la deuxième fois, hein, il semblerait que tu aies été très clair parce qu'il n'y a D'accord. encore une fois pas de questions. Si, excuse-moi, une nouvelle question vient d'arriver Oui, de Alice qui a deux petites questions. oui. Comment faire avec un apprenant non motivé car ce n'est pas lui qui a choisi d'être en formation? Je pense notamment à des parcours où on est obligé de passer par là pour obtenir telle certification, tel diplôme, ou voilà. Alors, donc, quand on a un apprenant qui n'a pas forcément choisi, alors moi, ça a pu m'arriver hein, parfois quand justement je donnais des cours que c'est souvent les parents, par exemple, qui disent, eh ben voilà, moi, je suis en BTS pour faire plaisir à mes parents ou en bac pro pour faire plaisir à mes parents. Euh, En fait, dans ces cas-là, déjà, la première chose à faire, il faut peut-être avoir un entretien avec cette personne-là. Voilà. Arriver justement à lui demander qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans cette formation. Parce que, par exemple, si elle a fait un BTS, elle a déjà choisi un type de BTS, par exemple. Je ne sais pas. Alors, il me semble qu'Alice, Alice, elle est en vente ou elle est en compta, il me semble. Je ne sais plus dans quel domaine elle est. Compta, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Dans ces cas-là, déjà, pourquoi il a fait ce choix-là? Pourquoi cette personne elle a fait le choix d'aller en comptabilité? Et puis après, en fait, en fonction de ses réponses, il va falloir aller chercher ses motivations internes, en fait, tout simplement. Voilà. Pourquoi, voilà, qu'est-ce que va pouvoir lui apporter justement cette formation? En quoi, justement, la comptabilité peut être en lien avec ses valeurs? Voilà. Alors, après, vous n'avez pas euh, non plus, je dis, on ne va pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Alors, c'est une expression, hein, d'accord, bien entendu, parce qu'un apprenant qui a vraiment pas envie d'être là, eh ben, pour moi, la question se pose déjà de
est-ce que c'est stratégique qu'il reste en formation? Et après, de toute façon, si il est en formation et qu'il n'y va pas forcément d'intérêt, bah, il va peut-être falloir réfléchir avec lui. Je ne sais pas, est-ce qu'il est dans une association sportive? Bah, voilà, peut-être lui expliquer que la comptabilité lui permettra peut-être d'être trésorier peut-être d'une association plus tard, par exemple, ou de comprendre les mécanismes de la comptabilité si jamais il veut créer son entreprise plus tard, par exemple. Voilà, on va essayer d'aller chercher en fait des choses chez lui qui peuvent être intéressantes. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à part ça, quoi. Hein. Très bien. Merci Fabien pour ta réponse. Je pense qu'elle était assez complète. Tu as donné plusieurs pistes de réflexion. OK. Après, la seconde question, alors ça s'adresse surtout au même apprenant, toujours dans ce même cas de figure. Oui. Si jamais, malgré les tentatives, en fait, l'apprenant ne s'implique pas, ne travaille pas à Oui. titre personnel, il fournit peu ou pas de matière dans ce Oui. cas. OK. Alors, en fait, s'ils ne s'investissent pas, déjà, il va falloir aller à la racine du problème. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir déjà arriver à identifier la cause déjà de son manque d'investissement. Voilà. Il peut être aussi dans des stratégies d'évitement, en fait, hein, l'apprenant. C'est-à-dire qu'il ne s'investit pas peut-être parce qu'on ne s'intéresse pas à lui. Voilà. Il ne s'investit pas parce qu'il a un problème de prérequis à la base. Il ne s'investit pas parce que, en effet, il y a un problème de motivation. Donc, en fait, quand il y a un manque d'investissement, déjà, la première chose, c'est d'aller identifier la cause. Et ensuite, pour moi, c'est de mettre en place un contrat pédagogique avec lui qui va lui permettre, en effet, derrière, eh ben, de s'investir davantage en fait, dans sa formation. Voilà. Donc, mais en tout cas, la cause racine, pour moi, c'est l'élément qui est le plus important. Très bien. Ben, merci beaucoup, Fabien. Il y a Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Et puis, bien entendu, merci pour vos retours. Et puis, bah, écoutez, bien entendu, on reste à votre disposition hein, si jamais vous avez besoin pour pouvoir répondre à une question ou si jamais vous avez besoin, en effet, de revenir avec nous sur autre chose. Voilà. Merci voilà. à tous. Merci beaucoup. N'oubliez pas que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver dès demain sur notre chaîne YouTube. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer le prochain webinaire qui se tiendra le 3 mai prochain sur utiliser des outils et processus de positionnement. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre présence et bon appétit. Merci à toi, Benjamin. Je t'en prie.